Alors, bonsoir à tous et à toutes. L'Echaim, c'est un jour très particulier ce soir. C'est Yudalet Kislev, qui marque le jour de l'anniversaire du mariage du Rabbi et la Rabbinite, en l'année Yudalet Kislev, donc Tafresh P. Tet, 1928, à Varsovie, en Pologne. C'est là où le Rabbi et la Rabbinite se sont mariés. Et c'est un jour très particulier. C'est un jour où le Rabbi nous déjà dit, c'est le jour où je me suis connecté, moi avec vous et vous avec moi. Si je peux partager l'écran, je voudrais juste lire ce texte-là dans les mots du Rabbi. Je vais chercher la sikha. Et voilà, c'est fait. Je vais partager ça dans les mots parce que je pense que c'est quelque chose d'important. C'est un Fabien Tafshin Yudalet. Tafshin Yudalet marquait les 25 ans de l'anniversaire du mariage du Rabbi. À cette occasion, il y a eu un Fabien. Il y a plein de choses que le Rabbi a parlé. Entre autres, il a parlé des minagim du mariage, etc. Mais parmi les choses que le Rabbi a dit, Rabbi nous dit la chose suivante. De manière générale, un mariage, c'est quelque chose qui a un impact global, même si c'est juste une personne, un individu. Mais chez moi, nous dit le Rabbi, par l'intermédiaire du mariage, j'ai été introduit ensuite dans les affaires communautaires. Et le Rabbi a dit la chose suivante, c'est encadré en rouge, c'est le jour, où j'ai été connecté, attaché avec vous, et vous avec moi. On zusammen et ensemble, ensemble, on va se fatiguer pour amener la Geoula Mitzvah Vashlema. Et ensuite, Rabbi a continué, juste encore un mot, qu'Hachem fasse qu'on puisse voir des bons résultats, des bons fruits dans notre travail. Donc c'est quelque chose qui est une date importante pour le Rabbi, je dirais plus que pour le Rabbi, c'est une date importante pour le Rabbi, pour Chabad, pour les Chassidim, pour le monde entier, pour l'humanité. Et si on peut prendre quelques moments pour réfléchir à ce que ça représente, c'est, comme le Rabbi l'a dit, c'est le jour où il a été connecté, on va dire de manière, on va dire ce qu'on appelle ça chez nous, d'Atarton, dans la manière dont un être humain peut voir les choses. Si l'étant donné qu'il s'est marié avec la fille du Rabbi précédent, donc c'est comme ça qu'il a fait partie de la famille, si on peut dire, et la continuation, il a pris sa place en tant que continuation du Rabbi précédent parce qu'il était marié avec sa fille. C'était le gendre du Rabbi précédent, c'est comme ça qu'il a pris sa place dans cette continuité. Et donc, ce qu'on disait, c'est le jour où j'étais connecté au Chassidim, le Chassidim avec moi, c'est le jour où je suis rentré, j'étais introduit dans la Vodat Aklal. Et alors, la Vodat Aklal de Chabad et du Rabbi continue jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, puisque le travail continue, le Rabbi a dit, quand on continue, c'est déjà les Farmayan de Yotchvat, jusqu'à la Géoula. Notre mission, c'est d'amener la Géoula. Donc, c'est quelque chose qui continue jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est quelque chose qui a continué, qui a commencé ce jour-là, le Pashtout, si on peut dire encore une fois, ce que j'appelais d'Atarton, dans la manière dont un être humain peut comprendre les choses. C'est comme ça, c'est le chemin que Hachem a choisi pour que le Rabbi puisse ensuite devenir le Nassi Ador, la génération d'après, Dor Hashvi, la 7e génération, et nous préparer à l'avenue du Mashiach. Donc, c'est quelque chose de très important. Et c'est intéressant de noter que il y avait au moment où la rabbinite est décédée, Chabet Shvat, il y a un Rav qui est venu, Menachem Avel, réconforter le Rabbi. Et ce Rav raconte qu'il était au mariage du Rabbi. Il était là en Pologne. Il était présent au mariage. Et il a continué à dire au Rabbi qu'on peut s'imaginer que le mariage, bon, ça dure jusqu'à temps que les personnes sont en vie. Encore une fois, cette personne est venue après Chab Beshpat, après le moment où la rabbinite a quitté ce monde. Donc on pourrait penser que le lien du mariage, d'une certaine manière, a été défait. Ça s'est arrêté. Et ce Rav disait, le Rabbi rentrait dans la conversation en même temps, qu'un mariage, c'est quelque chose qui est Peulanim Shechet, quelque chose qui est éternel. Donc même si après une personne a quitté ce monde, ils sont toujours mariés. Et je ne vais pas entrer dans les détails de la halakha, mais ça veut dire qu'ils sont toujours mariés. Ça veut dire que quand la personne revient ensuite, ils sont mari et femme, dans le sens ils s'appartiennent, si on peut dire. Mais ce que le Rabbi a ramené du Tanya, c'est qu'on sait que pour les tzadikim, ils sont encore plus présents, encore plus en vie de nos jours, c'est-à-dire après leur décès, après leur départ, qu'il était avant. Donc si le mariage était vrai avant, c'est que c'est encore plus fort et encore plus présent maintenant, que la rabbinite était dans un autre monde, que ça ne l'était avant. Donc c'est quelque chose qui continue.
Et certainement, dans le cas de la Vodat Klal, de tout ce que le rabbi faisait pour Chabad, etc., c'est quelque chose qui, bien sûr, continue jusqu'à l'avenir de Mashiach. Et après. Mais donc, ce n'est pas quelque chose où il y a cette interruption, si on peut dire. Bon, c'était à ce moment-là, voilà, maintenant, il y a Gimel Tammuz, il y a Chabad Shvat. L'idée de Yudalet Kislev, qui est donc ce jour-là où le rabbi et le rabbinite ont été connectés, le rabbi nous a dit, c'est plus que ça. C'est moi qui étais connecté au Chassidim, ça commence ce jour-là. Parce que ça veut dire, on sait ce que ça veut dire être connecté au Chassidim. Pour revenir à la rabbinite Chayim Moshka, le mois prochain, c'est le mois de Tevet, avec le mois de Tevet, l'histoire des Sfarim. Et quand on avait demandé à la rabbinite Chayim Moshka, l'avocat qui représentait l'autre côté, il demandait à la rabbinite, bon, d'après vous, à qui est-ce que les Sfarim appartiennent, les livres appartiennent, c'est-à-dire l'héritage du rabbi précédent? Est-ce qu'ils appartiennent au Chassidim ou est-ce qu'ils appartiennent au rabbi? La rabbinite a répondu, mon père appartenait au Chassidim. Et qu'un chassid, effectivement, un rabbi, pardon, effectivement, appartient au chassidim. Et ça, c'est un lien qui est éternel, et ça, c'est quelque chose donc, qui s'est passé d'une certaine manière, qui a commencé Yudalet Kislev. Alors, j'aimerais donner un petit aperçu historique du mariage, et s'il y a des gens qui ont des questions, pour le mettre dans le chat, dans la conversation. Si je connais la réponse, vous imaginez bien que je n'étais pas présent au mariage, mais en lisant, en préparant pour le shiur, il y a des choses que j'ai vues. Et si j'ai les réponses, c'est encore mieux. Mais certainement, s'il y a des gens qui ont des questions, des points qui voudraient que dont j'essaie de parler, ce serait avec un grand plaisir. Donc, le rabbi et la rabbinite Chayim Moshka étaient fiancés bien avant le mariage, bien longtemps avant le mariage. Le rabbi était déjà lié et fiancé avec la rabbinite Chayim Moshka avant même l'emprisonnement du rabbi précédent. On sait, entre autres, ça c'est parmi les histoires qu'on connaît, qui ne sont pas liées à la relation aux fiançailles, mais que quand on est venu arrêter le rabbi précédent, le rabbi se dirigeait déjà vers la maison du rabbi précédent, l'appartement du rabbi précédent, et la rabbinite Chayim Moshka l'a vu par la fenêtre, elle a dit de partir, elle a dit, Schneerson, on a des invités. Parce que le rabbi a compris que bon, il y avait le KGB qui était là, ou le KVD qui était là, et qu'il fallait partir, mais il y avait déjà ce lien qui était mis en place. D'ailleurs, quand le rabbi donc a été arrêté, le rabbi précédent a été arrêté en 1927. Ensuite, on l'a laissé sortir. Mais une fois qu'on l'a laissé sortir, il fallait qu'il parte de Russie. Et donc, dans les semaines d'après, il est sorti Yud Bet Tammuz, Yud Gimel Tammuz pour être exact, donc c'est le début de l'été. Et déjà, Tishri, le rabbi précédent, n'était plus là. Et, pardon, après Tishri, après Simchat Torah, le rabbi précédent était parti, donc le temps d'arranger tout ça, etc. Mais quand donc le rabbi précédent allait partir, on lui a permis de partir avec uniquement la famille. Donc il devait donner une liste des gens de la famille. Et dans la liste précédente, a mis son futur gendre. Et il a mis tel que, avec son nom, futur gendre. Et au début, on n'a pas voulu le laisser partir en disant, futur gendre, un gendre, vous trouvez un autre. Ils ne sont pas mariés, donc il n'y a pas de raison. Et le rabbi précédent avait dit, un gendre comme ça, je ne trouverai nulle part. Et effectivement, donc le rabbi est parti en même temps que le rabbi précédent. Tishri, pour Simchat Torah, il est parti voir ses parents. Il est parti à ce qu'on appelait à l'époque Yekaterinoslav, qui ensuite a changé à Dnepropetrovsk, qui est maintenant bien joué à Dniepr, qui est la ville où le père du rabbi était le Rav, le Yitzhak était le Rav là-bas. Et donc il est passé Simchat Torah chez ses parents, et c'était la dernière fois où il a vu son père. Donc ça, c'était 1927. Et ensuite, le rabbi est parti avec le rabbi précédent, et ils sont partis à Riga. Riga est dans Latvia, c'est français, c'est pas la Lituanie, je sais pas comment, Latvia. Donc, dans la ville de Riga, et c'est là où le rabbi précédent est parti. Il y a plusieurs choses qu'il fallait mettre en place pour le mariage. Entre autres, il y avait un côté financier. Un mariage, ça coûte cher. Et un mariage du rabbi, ça devait être quelque chose qui devait être mémoriable. Pas juste comme ça, une troupe avec 10 personnes. C'est le rabbi précédent, le rabbi Lubavitch de l'époque. Et donc, il y a eu le temps de mettre en place. Et aussi, ils attendaient aussi la possibilité
que les parents du rabbi puissent avoir la permission de sortir de Russie pour pouvoir participer au mariage. Donc on a attendu pas mal de temps et le temps avançait et à peu près un an plus tard, les gens ont vu que ça bougeait pas trop. Quand je veux dire les gens par rapport à recevoir la permission à ce que les parents du rabbi puissent sortir, ça n'a pas été possible. Et donc les préparatifs sont mis en place. Et déjà au mois de Tishri, Tafresh Petet, Tishri 1928, le message a été passé que si Dieu veut, Kislev, Tafresh Petet, Kislev 1928, il y aura le mariage du rabbi et de la rabbinite Chayamushka. Donc le rabbi de Lubavitch de l'époque, le rabbi précédent, aura le mariage de sa fille. Varsha, c'est la plus grande communauté juive dans le monde libre de l'époque. Nous, on pense peut-être à la Pologne comme un endroit communiste, mais ça, c'est devenu communiste uniquement après la guerre. Avant la guerre, ça faisait partie du monde libre, uniquement après la guerre, quand les Alliés se sont divisés plus ou moins ce qu'il y avait, et donc ce qu'il y avait, je veux dire, ce que les nazis avaient conquis, eh bien, la Russie a pris une partie, l'Amérique a pris une partie, etc. Et il y a des choses qui sont tombées sous l'influence communiste, mais à cette époque-là, Napoléon, il y avait la liberté de religion, et c'était la plus grande communauté juive. On parle à peu près de 3 millions, 3 millions de juifs à peu près qui ont été tués en Pologne. Donc, vous pouvez imaginer la quantité de juifs qu'il y avait. Bon, il y en a quelques-uns, il y en a qui ont survécu. Donc, c'était une communauté juive énorme, la Pologne. Et Varsovie, c'était une très grande communauté juive. Entre autres, là-bas, il y a la yeshiva Tomrit Memim qui a été déplacée et qui était déplacée, je veux dire, après la sortie de Russie. Tomrit Memim maintenant est à Varsovie. Et donc, l'arbitre précédent a voulu que le mariage se fasse à Tomrit Memim. Il a dit au moins, ça ressemble un peu à Lubavitch. C'est un peu d'air, d'atmosphère de la maison. Donc, il y a ça qui se met en place. Et le mariage, donc, est prévu pour Yud Dalet Kislev, le 14 Kislev, Tafresh Petet, 1928. Certains efforts, encore une fois, d'avoir les parents du rabbi, mais ça ne va pas marcher. Et donc, les préparatifs se passent. Rabbi Chaim Mishka va partir quelques semaines avant le mariage de Riga à Varsovie. Riga, c'est un autre pays. La Pologne, c'est un autre pays. Il y a certains chassidim qui sont partis ensuite avec le rabbi précédent. Le rabbi précédent, lui, est parti 2 jours avant, Yud Bet Kislev. Pas tout le monde a eu les papiers pour pouvoir partir de Latvia vers la Pologne, des chassidim qui ont accompagné le rabbi précédent. Mais il faut imaginer le rabbi précédent qui voyage. C'est encore une fois, c'est le rabbi Lubavitch de l'époque, dans un monde très chassidique, la Pologne. Riga, c'est très Chabad, c'est très chassidique, et voyage. Maintenant, il y a toujours le problème d'argent. Et toujours le problème des Juifs de Russie. Par ça, je veux dire quoi? La majeure partie, bien sûr, des chassidim du rabbi précédent sont coincés en Russie soviétique. Ce qui veut dire aussi la majeure partie des gens qui pourraient soutenir le rabbi précédent financièrement. Donc, il y a des chassidim en Europe, il y a des chassidim en Amérique, mais la majeure partie sont quand même en Russie. Donc, il y a toute une base qui ne pourra pas participer, qui ne pourra pas donner non plus d'argent, qui n'ont pas les moyens, mais qui ne pourront pas participer. Donc, les secrétaires du rabbi précédent font des efforts inhumains pour essayer de rassembler les fonds nécessaires pour pouvoir payer un mariage d'un rabbi avec des fonds qui sont très limités. Et bien sûr, il y a la douleur d'être séparé pour le rabbi, en tout cas pour le rabbi précédent, d'être séparé de ses chassidim, d'avoir un mariage qui va se faire sans une grande partie de ses chassidim. Il y en a quelques-uns qui sont sortis, mais la majeure partie se trouve quand même en Russie. Pour le rabbi, ses parents n'ont pas été là. Ses parents n'ont pas été là. De l'autre côté, ses parents vont faire, eux, une grande fête, sans le khatan et la kala. Ils vont faire une grande fête chez eux, à la maison, à Dnipropetrovsk, à Katerinoslav. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, originellement, ils avaient un très grand appartement. Comme vous le savez peut-être, ce que les communistes faisaient, c'est qu'ils divisaient les grands appartements en plusieurs petits appartements, pour qu'il y ait plus de monde, parce que chacun avait droit à un appartement maintenant, etc. Et bon, c'est une société communiste. Donc, les voisins, c'est-à-dire ceux qui avaient pris une partie de la possession de l'appartement du rabbi, de Rav Levi Yitzhak et le rabbinat Hana, les voisins leur ont permis de récupérer l'appartement entier pour avoir plus de place. Et ils ont eu une grande fête qui s'est faite là-bas. Le soir du mariage, chez les parents du rabbi, il y avait toute une fête. Alors bien sûr, encore une fois, sans le khatan et la kala, ils ont quand même tout fait, toute une fête. Pour revenir
à Varsovie, on est là où le rabbi précédent et le rabbi se trouvent, etc. C'est une fête extraordinaire. Alors tout le voyage, imaginez le rabbi précédent qui se déplace, alors c'est le train il s'arrête de ville en ville, à chaque grande ville où il y a des chassidim, c'est des milliers de personnes qui sont à la gare pour avoir une bracha du rabbi, pour regarder le rabbi, emmener leurs enfants pour qu'ils reçoivent une bracha. C'est vraiment un air, toute une atmosphère de fête qui se met en place. Le rabbi va faire un voyage après tellement de souffrance en Russie pour tout le monde, pour tous les juifs religieux, pour tous les chassidim Chabad. Pour le rabbi précédent, imaginez comment un chassid de 100, je ne parle pas du rabbi précédent lui-même, mais même les chassidim, d'avoir le rabbi en prison avec Chaz Shalom, ce qu'il avait attendu là-bas. Baruch Hashem, les sentences ont été changées l'une après l'autre, mais c'était le pire. Et là, Baruch Hashem, sauf, on a de la joie, on a un sipra, on a un mariage. Et un mariage, ça veut dire aussi la continuation de Chabad, ça veut dire plein de choses aussi, mais au moins une simcha pour le rabbi précédent qui a tellement souffert lui personnellement, une simcha pour lui et la joie des chassidim de voir que cette simcha, cette joie qui va continuer, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour tout le monde et c'est vraiment tout le monde, le monde Chabad, le monde chassidique, le monde juif, est dans une euphorie extraordinaire. On s'approche de Yud Al Kislev, Vav Kislev c'était les Tnaïm, Yud Gimel Kislev, pardon, c'est la veille de la Chatuna, ou Yud Alet, pardon. La veille, il y avait eu une soirée qui était faite, Chassanement, on appelle ça en yiddish, qui était donc à la yeshiva aussi. Le précédent avait fait une cérémonie, il a dit un mamar, il y avait les bachouim là-bas à la yeshiva, et le rabbi, bien sûr, était présent. Et la veille du mariage, on a un récit d'un chassid qui s'appelait El Yochaim Altroïs. Ce El Yochaim était choisi par le rabbi précédent pour être le shomer du rabbi. C'est que le jour d'un mariage, les semaines avant le mariage, mais certainement le jour d'avant le mariage, un khatan ne peut pas être seul. Il faut qu'il y ait un chômeur, quelqu'un qui soit avec lui. Et ce El Yochaim a eu le mérite d'avoir été choisi pour être le chômeur du khatan. C'est lui qui est le khatan. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement perspectif. Et il a vu avec qui il avait affaire. Il a écrit ensuite plus tard tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vu chez le khatan. Il a dit malheureusement, je n'étais pas avec le rabbi, parce que le rabbi il était avec sa fille du côté de la famille de la Kala. Mais il a dit je peux voir une chose, c'est le srout que j'ai, même si je ne suis pas avec le rabbi, donc le rabbi précédent, mais il a un mérite extraordinaire, je suis avec le gendre, le futur gendre. Il a dit, je vois comment il faisait mincha du mariage, se concentrer, il laissait quelqu'un qui était extraordinaire. Il a dit, je vois sur le rabbi, du Baruch Hashem que le rabbi précédent marie sa fille à quelqu'un comme ça, que c'est une personne qui est tellement raffinée, tellement un tzaddik qu'on voit, on voit dans son comportement. Il a dit c'est quelqu'un qui est parfait en nefesh, ruach et neshama, dans tout ce comportement, dans tout son être. Comment il prie mincha la veille du mariage, du mincha de Rav Yom Kippour, et comment il se comporte, tellement raffiné, tellement fin. Et il dit je sais qui c'est. Parmi les précédents avait aussi dit au chassidim. Quel genre de personne c'est? C'est quelqu'un qui est un gaon atsum, quelqu'un qui est un gaono qui connaît toute la Torah. Alors, le précédent avait déjà dit avant le mariage, que c'est quelqu'un, que le rabbi c'était quelqu'un qui est baki dans toute la Torah, dans tout le chasse, et tous les piroshim, les géonim, etc., dans tous les côtés de Torah, quelqu'un d'extraordinaire. Et il a dit, je vois ça, je vois comment il se comporte, mais tellement humble, tellement c'est pas quelqu'un qui se montre, tout ça c'est caché, humble, sniout, dans le sens où il ne veut pas se montrer, etc., quelque chose d'extraordinaire. On sait, la tignote du rabbi, on l'a toujours vu, mais c'est quelque chose, il y en a du rabbi précédent qui m'a marqué. Le rabbi précédent, comme moi j'ai lu la lettre, c'était mon impression, que le rabbi était explosé de frustration. On dit, mais combien tu vas te cacher? Il est temps, ça y est, ça suffit, il faut sortir, arrête. C'est comme ça que j'ai lu cette lettre-là. Alors vraiment, le rabbi précédent était tellement frustré, il a dit, ça suffit, ça y est. Combien on peut se cacher, combien on peut il faut se révéler, il faut partager, il faut se montrer. Le rabbi a toujours partagé, si on peut dire, quand il pouvait, ou quand on lui a demandé. Quand le rabbi précédent lui demandait, il le faisait. Et c'était quelqu'un qui était vraiment Hatznalech, qui se cachait au maximum. On voit même la tefila du rabbi, qu'on parle de ça d'autres tzadikim et d'autres veim. Est-ce qu'on voyait quelque chose chez le rabbi? Tout était vraiment, on ne voyait rien.
temps en temps, le rabbi partageait des choses, mais même ça, c'était toujours le rabbi précédent, une histoire cachée quelque part dans une histoire, où le rabbi nous faisait comprendre, si on était assez sensible, ce que le rabbi disait, que voilà ce qui se passe chez un rabbi. Mais on ne voyait rien de l'extérieur. C'est extraordinaire, la manière dont le rabbi se cachait, cachait qui il était, etc. À tous les niveaux et tout le temps. Ça fait penser à une histoire où le rabbi précédent avait un message envoyé au Rav de Vilna, le Chaim Ozer. C'est le Rav de Vilna. Et le rabbi, donc il a envoyé le rabbi pour faire passer ce message-là. Et le rabbi donc se déplace, il va là où il y a le Rav Chaim Ozer, et le Rav Ozer est en rendez-vous. Et entre-temps, il attendait dans le Beth Midrash avant de rentrer dans le bureau du Rav. Et là-bas, il y avait des gens qui ont vu, le nouveau genre du Rabbi Lubavitch. On va voir, chez le Chabad, on ne sait pas trop étudier. Donc, on va voir un peu de quoi il est fait. Et donc, ils ont commencé à poser tout un tas de questions au Rabbi. Le Rabbi n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas répondu un mot. Ils ont regardé, les écouter. Le Rabbi rentre, ensuite, quand son tour arrive, on lui dit, OK, là, le Rav est prêt. Il rentre dans le bureau du Rav et il transmet ce qu'il a transmis au nom du Rabbi précédent. Il fait sa mission. Et en sortant, il y a tous les gens qui lui ont posé des questions et il approche chacun, voilà, toi tu m'as posé telle et telle question, voilà la réponse, toi tu m'as posé telle et telle question, voilà la réponse. Il fait le tour de tous les gens qui lui ont posé des questions. Donc quand il est sorti, la porte du bureau est restée un peu entrouverte. Et dans le Rav Chaim Ozer, il y avait un autre Rav là-bas qui était aussi là-bas. Il sort et il voit ce qui se passe. Il dit, mais si tu connais toutes les réponses, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu aux gens qui t'ont posé la question? Bah, c'était les gens, ils allaient dire que peut-être que, effectivement, chez Chabad, on ne sait pas étudier, ou là, on t'a posé des questions, tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Ça aurait été peut-être un peu un chilul Hashem. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu répondre? J'ai dit, moi, je suis venu en shlichut. Ça fait penser à ce que Eliezer avait dit quand il arrive chez Bethuel, et on lui dit, viens, assieds-toi à manger. Il a dit, non, je ne vais pas parler, je ne vais pas manger, je ne vais rien faire jusqu'à que je dise que je fasse ma shlichut. Bon, ça me fait penser un peu à cette histoire-là. Il avait dit, bon, je suis venu pour une shlichut, pas pour m'amuser ou pas pour entretenir les avrachim qui sont en collège ici. Maintenant que j'ai fait ma shlichut, je peux faire autre chose. Donc, mais bon, la Géoula du Rabbi a toujours été connue, c'était extraordinaire. Bon, on sait maintenant, bien sûr, on peut étudier les Sfarim du Rabbi. À l'époque, il n'y avait pas de Sfarim. Bon, c'est extraordinaire, mais c'est pas sûr sur ça. Bon, enfin, Brigand sur ça, donc on va mettre ça de côté pour l'instant. En tout cas, c'était une journée extraordinaire. Le Rabbi disait qu'il a vu son beau-père qui disait le Chaim, qui donnait le Chaim à tout le monde, etc. Et que il a dit, j'ai explosé, je voyais mon père qui faisait comme le serveur, et moi je voulais aider, là, et mon père m'a dit, le président, il a dit, non, toi tu t'assois, tu es le khatam. Et une fête, on a dansé jusqu'à 3h30 du matin, ensuite le président a continué à Mahamar, le repas du mariage est fini à 6h du matin, pour vous dire la joie et la simcha et l'atmosphère, etc., qui s'est passé. Alors bien sûr, tout Varsovie est venu, même d'au-delà de ça, mais Varsovie, encore une fois, c'est la ville, il y avait plus de monde, la plus grande population juive, avec des rebbeim de toutes sortes, des rebbeim qui ont été invités, le plus grand rebbeim de Chassido, d'autres Chassido de Pologne qui étaient là, Rabbi Gourd, Alexandre, et d'autres qui étaient là, Frère Moser et d'autres, tzadikim du côté plutôt lituanien. C'était on dit, le mivami de la Pologne, du judaïsme de cette époque-là, qui était présent au mariage, encore une fois, de la fille du Rabbi de Lubavitch, avec le fils de Rav Levitzrak. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'était vraiment, encore une fois, un moment qui est très difficile à décrire. Il y avait peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici qui ont entendu parler ou qui l'ont connu, Rav Yochanan Gordon. Rav Yochanan Gordon, c'était un shochet, il était Gabay SMCMT pendant de longues années, et il était au mariage. Il a raconté à ses enfants, son fils, il avait un fils qui s'appelle Israël Gordon, qui est décédé il y a à peu près un an, un peu moins d'un an. Il parlait du mariage, il a dit toute notre vie, notre père nous a raconté le mariage. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'il était au mariage? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'était quelqu'un il était parti chez l'armée précédent pour Tishri. C'est pas qu'il y a beaucoup d'argent à l'époque. Ni en Russie, ni en Pologne, il n'y a pas beaucoup d'argent.
mais il a dépensé l'argent pour partir chez le Tishri chez le rabbi. Il revient. Et dès qu'il revient, comme je l'ai dit, Tishri, on a annoncé qu'il y aura le mariage. Donc il revient et reçoit une invitation au mariage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reparte. C'est de l'argent, etc. Donc il va voir le Rav de la ville. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je viens de revenir chez le rabbi, je viens de dépenser. Est-ce que je repars, etc. Et ce que le Rav lui a dit, écoute, un mariage comme ça, bien sûr, il y aura le précédent qui sera là-bas. Il y aura le Rabbi Rachab qui sera présent, et le Rabbi Maharash qui sera présent, et le Tzemar Tzaddik qui sera présent, et le Mitarav qui sera présent, et le Moazaken qui sera présent, et le Maguid de Mezrich qui sera présent, et certainement le Baal Shem Tov sera présent. Comment tu peux ne pas être là-bas? Comment tu peux ne pas être là-bas? Et donc, il a dit OK. Il a emprunté de l'argent, et il est parti au mariage. Donc, il était présent. Mais, d'abord, c'est quelque chose que le Rabbi lui-même a confirmé, que dans un mariage, les ancêtres qui viennent, etc. Bon, c'est sûr. Et plus que ça, je vais raconter une autre histoire. Il y a une fois, 770, il y avait le rabbi a demandé à quelqu'un de faire le chaim. Et ce monsieur dit à le rabbi ou à quelqu'un d'autre, il dit, faites-moi passer le vin. Il était, je sais pas, des fois, vous savez que des 770, c'est difficile des fois de se déplacer, il y a tellement de monde, etc. C'est difficile donc d'aller jusque chez le rabbi. Donc il a demandé à ce qu'on lui passe les verres, un verre. À côté du rabbi, il y avait quelqu'un qui pendant de longues années était Rosh Yeshiva 770, et c'était celui qui faisait le vin, il s'appelait le Rav Mentlik, Mordechai Mentlik. Le Rav Mentlik, c'était quelqu'un qui était extrêmement mekouchar au rabbi, extrêmement rattaché au rabbi. Et ce Rav Mentlik voit cette personne qui dit, passez-moi le vin. Et il a explosé, il a dit, le Baal Shem Tov est là, le Admoazaken est là, le Admoazaken, le Mitraïba est là, et toi tu me dis passer le moi, mais lève-toi, c'est à toi de te déplacer. Et le rabbi a entendu ça, il a dit, ça dépend, c'est marloquet dans la Kabbalah. Est-ce que le cave, c'est une seule ligne, ou bien c'est fait de point après point? Bon, mais l'idée, c'est que, effectivement, les Rebbeim, c'est une continuation. Et que si on est présent avec le rabbi précédent, c'est qu'il y a le rabbi Rachab qui est là, et le mariage, etc. Et tous les Rebbeim qui sont présents au mariage. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, c'était pas simple. C'est pas juste simple, c'était vraiment la continuité de tout ça, de tous les Rebbeim qui étaient présents, puisque toutes les générations sont là, et chez les tzadikim, pardon, encore plus que ça. Donc c'est vraiment, c'était une occasion importante. Ça, c'était au niveau de l'histoire. Maintenant, après la semaine de Shabbat, bien sûr, des Shabbat, et des Mamarim qui ont été dits, etc. Et tout un tas de choses dans la Yeshiva, dans d'autres endroits. C'était vraiment quelque chose, un moment extraordinaire. Mais pour revenir à nous, c'est quelque chose que le rabbi lui-même a marqué fréquemment. Je vous ai donné 2 dates, mais il y en a d'autres. Une date, c'est ce que j'ai dit, c'était Yudalet Kislev Tafshen Yudalet, pour les 25 ans, l'anniversaire du mariage de Rabbi. Et ensuite, Tafshen Lametet, pour les 50 ans. Pour les noces d'or, je ne pense pas que le Rabbi a parlé de 50 ans, il a parlé de Yovel. Un Yovel, c'est 50 ans, un jubilé, d'anniversaire du mariage. Et le Rabbi en a parlé. Il a marqué le coup, il y avait un Fabrienne spécial pour ça, pour le 50 ans de mariage. Et le Rabbi d'ailleurs disait, tout au début du Fabrienne, il a dit apparemment il n'y a pas de raison particulière. Un mariage, c'est quelque chose de personnel. Maintenant, le Rabbi dit effectivement, pour moi le mariage, c'était pas juste personnel, c'était pour le klal. Mais d'où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'il y a un truc de 50 ans d'anniversaire de mariage? Il y a pas, c'est pas quelque chose qui est marqué dans la Torah, qui est marqué, célébré dans les Sfarim, qu'on parle de son anniversaire de mariage, et certainement le chiffre 50. Il n'y a rien de particulier. Alors bien sûr l'idée de Yovel, mais ce n'est pas nécessairement lié à l'anniversaire de mariage. On avait dit, bon, il y a une chose qui est que quand on va dans un endroit, il faut suivre les coutumes de l'endroit. Alors, il a parlé longuement de ce que ça veut dire que suivre les coutumes. Ça ne veut pas dire qu'en Amérique, on se comporte en américain, on est en France, on se comporte en français, on oublie la Torah et les mitzvot. C'est bien sûr pas ce que ça veut dire. Mais c'est qu'on peut apprendre des choses qui sont faites dans l'endroit. Et quand on parle de mariage, et qu'effectivement on marque une bonne chose, alors c'est une occasion. Tov la mishtetami, c'est toujours bien de faire la fête, c'est toujours bien de te réjouir, c'est toujours bien de se réunir ensemble et de partager un mot de Torah, d'encourager les gens à faire plus de Torah et de mitzvot. Donc c'est quelque chose de bien à faire. C'est toujours une bonne opportunité de se retrouver ensemble et d'encourager les gens à augmenter dans la Torah et le mitzvot. Et le rabbi en a profité pour parler du fait que pour le rabbi précédent, on ne voit pas beaucoup de rabbins qui ont marqué le 50e anniversaire de mariage. Une raison, c'est que pas tous les rabbins ont été mariés pendant 50 ans. Donc,
on n'a pas toujours une occasion. Un des rabbins qui est marié pendant 50 ans, c'était le rabbi précédent. Eh bien, le rabbi précédent, donc, quand il arrivait à cette année de 50 ans de mariage, il y a eu quelque chose qui a été fait, et les chassidim ont fait en sorte que chaque jour des Shavuot, on lui amène un sefer qui soit publié, qu'on lui donne. Donc, ça a été marqué. Les chassidim, bien sûr, ont compris le message, et on dit à partir de ce moment-là qu'effectivement, il y a cette année-là, qui était Tachel Lametet, donc ça fait 1978, c'est donc pendant toute la semaine de Shavuot, si on peut dire cette semaine qui a suivi le Yud Aleph Kislev, bien sûr ça inclut le Tet Kislev, il y a eu un sefer qui a été ramené, publié, de choses qui ont été faites pour le Rabbi d'Achlatot, etc. Donc, on marque le coup. Il y a un point intéressant, en particulier pour cette année. Cette année, c'est 90 ans on rentre dans ça, de l'anniversaire. Il y a eu 90 ans de mariage, pardon, pour le chiffre 90, pardon, pas le chiffre 90 ans, mais en 1928, qui était donc l'année du mariage. Un instant, je vais faire mon calcul, 1928 plus 90. Ça fait, oui, 2018. Il y a quelques années, donc, pas maintenant, il y a 6 ans, ils ont parlé de ça de 90 ans. Là, on est quelques années plus tard, où le rabbi disait aussi sur le chiffre 90, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Parce que, peut-être, le chiffre d'après, c'est 90, mais donc on est dans les années 90 du mariage du rabbi. On se prépare, on s'avance vers l'année 100, dans 5 ans, mais on continue à avancer. Mais pour nous, encore une fois, c'est quelque chose qui doit continuer à prendre une leçon. Et à marquer le coup, c'est quelque chose que le rabbi a marqué, c'est que c'est important, et que ces leçons qui sont importantes. Anniversaire de mariage ou pas. Alors, il y a plein de choses qu'on voit. Il y a sur l'importance de l'anniversaire de mariage, l'importance du mariage juif et cacher, de fonder un foyer juif, et comment ça doit être fait ça. Il y a tout un tas de choses qu'on puisse apprendre de ça. Et même de marquer l'anniversaire du mariage. J'ai un chaliach, qui était Laura Fogelman. Il était en Massachusetts. Et vous savez que tous les dimanches, à partir de 1986, jusqu'à que le rabbi n'était plus en état de santé de pouvoir le faire physiquement, tous les dimanches, le rabbi, c'était une porte ouverte, et les gens passaient pour prendre les dollars, une bracha, et pour recevoir une shlichut mitzvah qu'on leur donne le rabbi donnait aux gens $1, et l'idée du dollar, c'était aussi, principalement, c'est comme ça que le rabbi disait, c'est pour encourager les gens à les donner à la tzedaka. Encourager les gens à donner la tzedaka, soit ce même dollar, soit remplacer le dollar par un autre, mais surtout ce que la visée, c'est rajouter un peu plus. Pas juste, moi je vous donne $1, mais vous pouvez rajouter pour donner la tzedaka. Donc l'idée, c'était d'encourager les gens à donner la tzedaka. Mais c'était aussi une opportunité pour tout le monde de venir, recevoir un bracha du rabbi, échanger avec le rabbi, donner des choses, etc. Il y a une personne qui est passée chez le rabbi, qui a offert un sefer au rabbi, comme les gens le faisaient souvent. Et le rabbi dit, voilà, je crois que c'est mon grand-père, qui était mon père, pardon, mon père, qui était l'auteur du Sefer, et, pardon, son grand-père, effectivement, qui a dit, mon grand-père était aussi au mariage du rabbi. Le rabbi lui répond, tu comprends qu'il y avait tellement de monde que c'est difficile on ne peut pas attendre que je me rappelle de tout le monde, de tous les gens qui ont participé au mariage. Mais pour revenir à ça, donc le Rav Fogelman, qui était le shliach de Worcester, dans Massachusetts, il passe, le rabbi lui donne $1, et puis il lui donne un autre dollar pour son anniversaire de mariage. Et regarde le rabbi, il ne comprend pas trop. Alors le secrétaire, le Rav Bonner, dit, rabbi, c'était pour votre anniversaire de mariage, il dit en anglais. Et le rabbi lui dit, mais c'est ton anniversaire de mariage. Il dit, ah oui, oui, oui. C'est à moi de te rappeler quand est ton anniversaire de mariage. Donc, et c'était quelqu'un d'assez âgé, c'est pas quelqu'un qui s'était marié l'année d'avant, c'était quelqu'un d'assez âgé, il va être marié, je sais pas, peut-être 30 ans, 40 ans à l'époque, je sais pas, je pense plus que 30 ans, je pense facilement 40 à 50 ans, d'après le visage et la barbe blanche. Et donc, le rabbi se rappelait de ça, il lui a donné $1 pour marquer l'anniversaire, ensuite il a donné un autre $1 pour sa femme, mais donc c'est quelque chose que le rabbi attendait de nous, de célébrer aussi, de marquer ça. Donc, je dirais plusieurs choses. Premièrement, c'est de marquer son mariage, de célébrer son mariage à soi personnellement. Célébrer ensuite,
puisqu'on est aujourd'hui, ce soir et demain, donc lundi, c'est le 14 qui se lève, l'anniversaire du mariage du rabbi, de marquer le coup comme le rabbi nous l'avait demandé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les opportunités, quelles sont les choses qu'on peut faire pour célébrer ça comme le rabbi l'attendait de nous, comme le rabbi nous l'a demandé? Alors, je partage avec vous plusieurs choses, encore une fois, qui ne sont pas mes idées à moi, mais c'est plutôt, encore une fois, les mots les mots du rabbi ou les demandes du rabbi. Quoi faire? Et c'était des cadeaux que le rabbi avait demandé. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est des cadeaux. Donner des cadeaux. Quand je vous l'ai dit, le rabbi avait dit que ils ont préparé, imprimé des livres en particulier pour chaque jour des Shev Brachot du rabbi. L'année précédente était marié le 13 Elul 1897, pardon. Et donc Yud Gimel Elul, quand il y a eu les 50 ans du rabbi précédent, on a fait ça. C'était donc en 1947, et ils ont fait en sorte, c'était le rabbi qui était le directeur de Keot, que chaque jour de Sheva Brachot, on a un livre publié. Et donc, la même chose, le rabbi nous dit la même chose pour nous aussi, qui est de prendre des bonnes résolutions liées à l'étude de la Torah. Alors, il y a peut-être des gens qui sont capables d'imprimer des livres, d'écrire des livres de Torah, c'est une bonne chose, mais au moins pour nous, d'étudier la Torah. Et d'étudier la Torah, ça peut être bien sûr quelque chose qui est lié au mariage, ça peut être quelque chose qui est lié au rabbi, au rabbinit, mais le rabbi était content de toute étude de la Torah. Donc, de prendre une décision aujourd'hui, ce soir, parce qu'on commence entre Fabregan et Vidal qui se lève, d'étudier quelque chose dans la Torah. Peut-être pas encore une fois quelque chose d'extraordinaire, des fois on prend des résolutions qu'on n'arrive pas à tenir. De quelque chose, ça peut être quelque chose pendant la semaine de Shabbat, chaque jour. Je parle de Shabbat, j'ai dit 7 minutes, parce que c'est le chiffre de 7 de cette bénédiction, je ne sais pas. Ça peut être 14 minutes, parce que c'est Yudalet qui se lève. Quel que soit le chiffre qui marche, mais prendre quelque chose qui est faisable. Peut-être qu'on se pousse un petit peu, mais tant que c'est faisable, et d'étudier chaque jour, peut-être pendant la semaine des Shabbat, quelques minutes de plus de la Torah. Et Blinéder, je vais faire ça aussi, Bezrat Hashem, faire ça aussi, d'étudier chaque jour un petit peu, quelques minutes de plus, pendant la semaine de Shabbat, cette semaine à venir, pour marquer ce moment particulier. Une deuxième chose que l'Arbi avait dit, et c'était aussi une chose que l'Arbi avait parlé du Fabregan, donc pour les 50 ans de son mariage avec lui, qui est d'avoir des Fabregan, de participer à un Fabregan. Et comme je disais, le Rabbi avait dit que quand on va quelque part, il faut suivre les coutumes de l'endroit. Les coutumes de l'endroit, c'est que quand il y a un anniversaire de mariage, on réunit ses amis, on fait une petite fête, une plus grande fête en fonction des dates, etc. Et qu'on se share un mot de Torah, qu'on participe à un mot de Torah. Donc, c'est une opportunité de le faire ça. Le terme technique Chabad pour une fête où on se réunit, on parle un mot de Torah, c'est Farmagen. Donc, c'est Farmagen. Mais c'est pas nécessairement le mot qui est important. C'est la fête. Des fois, on a une certaine idée d'un format dont les choses doivent se faire. Et on se perd, on est à Fabregan, ça fait peur, un Fabregan. Non, un Fabregan, c'est quoi? Quelques amis qui se retrouvent ensemble pour parler, pour échanger un mot Torah, pour se dire, on va prendre une bonne décision ensemble, et c'est ça un Fabregan. C'est pas obligé d'être quelque chose qui nous, un terme très technique et très haut élevé, etc. Je sais que moi, quand j'étais jeune, adolescent, Vazimov avait dit que faut que j'organise des Fabregan à l'école. Je dis, moi, Fabregan à l'école. À l'époque, je parlais bien français, c'était avant mes 30 ans en plus aux États-Unis. Et je dis, mais j'ai même pas d'accent yiddish ou accent russe. Alors, comment est-ce que pour faire un Fabregan, il faut être un rabbin qui parle avec un accent? Mais j'ai pas d'accent, je suis pas rabbin, j'avais 14, 15 ans, je me rappelle plus quand il m'avait dit ça. Ça va pas marcher. Non, j'ai appris depuis que c'est pas obligé d'être comme ça. On n'est pas obligé d'avoir un accent, on n'est pas obligé d'avoir une grande barbe blanche pour faire un Fabregan. C'est juste quelques amis qui se retrouvent ensemble pour parler. Et échanger, de dire un mot Torah. C'est ça. Donc, ne faisons pas peur et créons ce Farmagan, cette réunion, à l'occasion de cet anniversaire, de cette date particulière. Une autre chose que le Rabbi avait dit, et ça c'est quelque chose de très intéressant, et c'était aussi cette même année-là, les 50 ans du mariage du Rabbi, à cette occasion, donc, comme on parle maintenant, il y avait des gens la jeunesse Lubavitch à New York a écrit
un compte rendu au rabbi, avec tous les farbrengen qui se sont faits, parce que le rabbi avait demandé qu'on fasse des farbrengen. Donc, un compte rendu de ce qui s'est fait en l'honneur de l'anniversaire du mariage du rabbi. Et le rabbi regarde ça, et il dit, c'est étonnant, parce que je ne vois pas nulle part où danser est mentionné. Ça veut dire que danser, c'est important. Donc, même si on ne peut pas avoir un farbrengen, même si pour une raison ou une autre, danser. Mettez un peu de musique et dansez. On a besoin de joie, surtout en ce moment, les choses ne sont pas évidentes. On a besoin de joie et on a besoin de se changer un peu les idées. Qu'est-ce que je veux dire, se changer un peu les idées? Il y a une lettre très intéressante du Tzemach Tzedek, troisième rabbi de Chabad. Et le Tzemach Tzedek écrit une lettre sur quelqu'un qui lui a demandé quoi faire, comment gérer sa peur. En Israël, il vient de la réimprimer maintenant avec des explications, parce que le Tzemach Tzedek, c'est un hébreu très concis, très rabbinique, etc., avec beaucoup de références. Donc, ils ont publié, je crois que c'est 3-4 pages, un petit fascicule avec la lettre du Tzemach Tzedek, du rabbi, du troisième rabbi, et avec des explications dans la lettre. Je vois une toute petite parenthèse, mais puisque c'est lié avec le Tzemach Tzedek et c'est lié avec le rabbi. Le père du rabbi a écrit une longue lettre, et plusieurs lettres, au rabbi liées au mariage, et à son mariage avec Rabbi Nathanaël Moshka, etc. Et une chose, dans une des lettres, une des choses que le père du rabbi mentionne, c'est le lien profond et intéressant entre le rabbi et le Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek était le troisième rabbi de Chabad. Et le père du rabbi mentionne plusieurs choses, et entre autres le fait que le nom du rabbi et de sa femme, Chaim Moshka, sont exactement les mêmes que le Tzemach Tzedek et sa femme. Tzemach Tzedek s'appelait Menachem Mendel et sa femme Chaim Moshka, comme le rabbi. Les deux, le Tzemach Tzedek, était le gendre du rabbi précédent. Ce n'est pas le fils, c'était le gendre, comme notre. Je peux rajouter que les deux, et ça n'a pas toujours été le cas, les deux, c'était leur femme quittaient ce monde avant eux-mêmes. Et d'autres choses, des similarités qui existent entre les deux. Donc, je referme cette parenthèse-là pour revenir à la lettre du Tzemach Tzedek. Le Tzemach Tzedek, je résume un peu cette idée, le Tzemach Tzedek écrit que, j'apprends à quelqu'un qui lui a demandé comment gérer ses peurs. Il lui dit la chose suivante, le Tzemach Tzedek écrit la chose suivante. On a ce qu'on appelle en Chassidut les vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme, c'est la manière dont l'âme peut s'exprimer. Et on a la pensée, la parole et l'action. Donc on peut exprimer son caractère, son âme, par notre pensée, par nos paroles et par nos actions. Il dit, on appelle ça les vêtements de l'âme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les vêtements de l'âme dans la Chassidut? Parce que comme un vêtement, on peut changer. Je peux enlever ma chemise et mettre un t-shirt à la place, ou changer de chemise, mettre une chemise bleue, rouge, verte, une chose pour n'importe quelle partie du vêtement. Parce qu'un vêtement, ça se met et ça s'enlève. On peut changer à volonté. Donc, le Zinudi, le Tzemach Tzedek, des fois, on se fait des idées qui nous font peur. Eh bien, à nous de créer notre réalité en changeant nos idées. Ayons des pensées qui nous calment, des pensées qui nous réconfortent. J'ai lu un mot que j'ai trouvé extraordinaire. C'est pas un penseur juif et tout. Il a dit, mais la majeure partie de nos souffrances nous viennent à cause des mensonges qu'on se raconte. Qu'est-ce que je veux dire mensonges? Des choses qu'on s'imagine. Je peux imaginer ce que la personne en face a pensé, pourquoi elle m'a fait du mal. Je peux m'imaginer comment j'aurais vécu ma vie, ce que j'attends, les attentes de ma vie, mais ça, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce que je dois avoir une certaine vie? Pourquoi est-ce que j'imagine que la personne en face doit avoir certaines intentions qui sont mauvaises par mon égard, etc., etc. Donc, on s'imagine tout un film, et en fonction de ça, on réagit à ce qui nous arrive, et on souffre parce qu'on a imaginé une telle réalité, alors qu'on aurait pu penser une autre réalité. On est maître de nos pensées, certainement de ce qu'on se dit. On peut se faire peur, on peut se calmer. Alors, danser, c'est important, parce que danser, ça nous permet de s'oublier, ça nous permet d'avoir quelque chose, une réalité positive, heureuse, et on peut le faire. On n'a aucune raison de se faire souffrir, on n'a aucune raison de se faire du mal, en s'angoissant à regarder les nouvelles à longueur de journée, parce que c'est frustrant, et on peut se créer la réalité qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on ignore la réalité, ça ne veut pas dire qu'on vit dans une bulle, même si vivre dans une bulle, c'est pas si mal que ça, mais on choisit, on filtre ce qui rentre, ce qui ne rentre pas. Il y avait une histoire d'un chassid du Maguid de Mezrich qui avait posé la question au Maguid, comment est-ce qu'on peut contrôler ses pensées? C'est difficile de contrôler ses pensées.
Rabbi Magid dit, c'est une bonne question, va demander à mon élève, qui s'appelle Wolf, Zev Wolf, dans la ville de Jitomir. Donc, il voyage vers Jitomir, et il arrive à Jitomir, et il est tard dans la nuit, il arrive chez ce rave-là, Zev Wolf, frappe à la porte, personne ne lui ouvre. Il voit à l'intérieur de la maison, il y a du mouvement, il y a des gens qui passent. C'est pas qu'il y a personne, ils sont partis en vacances. Frappe à la porte, personne ne ouvre. Il va passer comme ça 2-3 heures devant la porte, alors qu'il fait nuit, personne n'ouvre. Finalement, après des heures et des heures, ça Zev lui ouvre la porte, il le fait rentrer, il donne un thé, il lui sert à manger, etc. Bon, il passe quelques jours là-bas, puis il ne voit rien de vraiment extraordinaire. Wolf, il va répondre à mes questions, je vais voir comment il se comporte, etc. Je ne vois rien d'extraordinaire. Donc, après 2-3 jours là-bas, il dit Wolf, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'est très gentil à vous, etc. Je vais partir. Juste avant de partir, j'ai une question. Vous savez, j'étais venu là, ma guide m'avait envoyé pour apprendre quelque chose de vous. Il dit, OK, qu'est-ce que tu es censé apprendre? Il a dit, voilà, j'ai posé une question à ma guide, comment est-ce qu'on peut contrôler ses pensées? Et le Maguide m'a envoyé chez vous. Je suis désolé de dire ça, mais je ne vois vraiment pas ce que j'aurais pu apprendre pour m'aider à ça. Alors, il a dit, mais ta leçon, tu l'as apprise avant même de rentrer chez moi. Je dis, comment ça? Je dis, oui, tu as frappé à la porte. Je ne t'ai pas laissé rentrer. Ça t'a pris des heures avant de rentrer. La leçon, c'est quoi? On laisse rentrer qui on veut. On n'est pas obligé, parce qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, de courir, de réagir et d'ouvrir la porte. On est maître chez soi. Tu veux ouvrir la porte, tu veux pas, tu ouvres pas. Peut-être que le jour, la nouvelle version moderne, ce serait peut-être le téléphone, pas parce que j'ai reçu un message tout de suite que je dois y répondre, ou c'est pas parce que mon téléphone sonne et que je suis au milieu de la prière, mais que c'est Shabbat que je dois y répondre. Je suis maître de mes choix. Donc, je reviens par rapport à mes pensées, etc. On est maître de ce qu'on filtre, de ce qu'on laisse rentrer. Et donc, je conclue avec ce que Rabbi disait, danser. Danser, c'est bien. Il n'y a rien de mal à se mettre de bonne humeur, à se faire plaisir, à s'entourer de joie et de positivité, de lumière, etc. Au contraire, on en a besoin et on a besoin de créer une réalité lumineuse, joyeuse, heureuse. C'est quelque chose de très important. Alors que Hachem fasse qu'on puisse célébrer ce jour-là, le Dalet qui se lève. Là, je suis aux États-Unis, il fait encore jour. On n'est pas encore Dalet qui se lève. Donc si Mashiach arrive tout de suite, pendant le Rabbi et la Rabbinite de nos jours, on pourra célébrer les 24 heures entières du Dalet qui se lève. En tout cas, qu'on puisse très très bientôt célébrer la plus grande joie qu'il puisse avoir, le mariage entre Hachem et le clan Israël. Pour l'instant, on est fiancés, on dit qu'on est comme si on était fiancés, mais le vrai mariage, on sera réunis à 100%, plus jamais se quitter entre Hachem et le peuple juif, où le monde entier pourra danser. Et le monde entier sera heureux pour nous. Là, pour l'instant, ils sont encore en train ils ont du mal à avaler qu'on a été choisis. C'est nous la fiancée, pas eux. Mais arrivera le jour du mariage, on va dire, OK, bon, ils le méritent. Et que ça se passe très rapidement dans la joie et avec que des bonnes choses. Amen. 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 Exact.